j'ai engagé une aide-soignante pour mon père atteint d'Alzheimer. Elle avait des références parfaites et tout le monde l'adorait. Un jour, je suis rentré plus tôt et j'ai vu une seringue sur sa table de nuit. Quand j'ai demandé, elle a souri et a dit « juste des vitamines ». Mais mon père dormait 14 heures par jour. J'ai installé une caméra cachée et ce que j'ai vu m'a glacé le sang. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le soleil matinal filtrait à travers les rideaux de dentelle de la maison victorienne de Portland, dans le Maine, projetant des ombres délicates sur le parquet. Emma Chen se tenait sur le seuil de sa chambre d'enfant, désormais transformée en chambre d'amis, observant son père âgé dormir paisiblement. À 32 ans, Emma avait renoncé à sa carrière florissante de directrice marketing à Boston pour rentrer chez elle et s'occuper de Robert Chen, diagnostiqué avec un début de maladie d'Alzheimer 6 mois plus tôt. « Bonjour, papa », dit doucement Emma en posant un plateau avec le petit déjeuner sur la table de chevet. Robert s'agita, ses yeux gris s'ouvrant lentement. Autrefois vifs et perçants, ils avaient maintenant un éclat lointain qui brisait chaque jour le cœur d'Emma. « Emma ? C'est déjà le matin ?» Sa voix était faible, si différente du ton fort et autoritaire dont elle se souvenait de son enfance. « Oui, papa. Je t'ai préparé ce que tu préfères, des œufs brouillés avec du pain grillé et du jus d'orange. » Emma l'aida à s'asseoir, ajustant les oreillers derrière son dos. Son père avait été son héros pendant toute son enfance. Après le décès de sa mère d'un cancer quand Emma avait 12 ans, Robert l'avait élevée seule, enchaînant les gardes comme ingénieur pour s'assurer qu'elle puisse fréquenter les meilleures écoles. Maintenant, c'était à son tour de prendre soin de lui. « Tu es une si bonne fille, » dit Robert, les larmes aux yeux. « Ta mère serait si fière. » La gorge d'Emma se noua. « Je ne fais que ce que tu as fait pour moi, papa. » La sonnette retentit, interrompant leur moment. Emma jeta un coup d'œil à sa montre, 8h30. Ce devait être Vanessa. Vanessa Morrison était apparue dans leur vie 3 mois auparavant, peu après qu'Emma eut publié une annonce en ligne pour trouver une aide-soignante afin de l'assister pendant les heures où elle devait faire des courses ou s'occuper de son travail en freelance. Les références de Vanessa étaient impeccables, 15 ans d'expérience dans les soins aux personnes âgées, des recommandations élogieuses et une certification en soins pour la démence. Plus important encore, elle dégageait une chaleur qui avait immédiatement mis Emma et Robert à l'aise. « Bonjour, la famille Chen. » La voix joyeuse de Vanessa résonna dans la maison alors qu'Emma ouvrait la porte. À 58 ans, Vanessa était une femme séduisante avec des cheveux blonds méchés coupés en un carré soigné, des yeux bleus vifs et un sourire contagieux. Elle portait sa tenue professionnelle habituelle, une blouse colorée ornée de motifs joyeux. « Vanessa, merci d'être venue », dit Emma en s'écartant pour la laisser entrer. « Bien sûr, ma chère. Comment va notre merveilleux Robert aujourd'hui ?» Vanessa posa son grand sac fourre-tout et monta immédiatement à l'étage. Emma remarqua, comme à chaque fois, à quel point Vanessa se déplaçait dans leur maison avec une familiarité croissante, comme si elle y avait toujours appartenu. Au cours des semaines suivantes, Vanessa devint indispensable. Elle arrivait ponctuellement chaque matin à 8h30 et restait jusqu'à 17h, s'occupant de Robert avec un dévouement apparent. Elle préparait des repas spéciaux adaptés à ses besoins alimentaires, lui donnait ses médicaments à l'heure, l'engageait dans des exercices de mémoire et lui faisait même écouter sa musique classique préférée. Robert semblait plus vif en présence de Vanessa, plus participatif et plus heureux. « C'est un ange », confia Robert à Emma un soir. « Je ne sais pas ce que nous ferions sans elle. » Emma était d'accord. Vanessa lui avait rendu des parcelles de sa vie. Elle pouvait désormais travailler sur ses projets en freelance sans inquiétude constante, faire les courses sans se presser, et même retrouver son fiancé, James, pour des dîners occasionnels. James Park, un professeur de lycée qu'elle fréquentait depuis 2 ans, l'avait demandé en mariage juste avant le diagnostic de son père. Ils avaient reporté le mariage indéfiniment, mais dernièrement, Vanessa encourageait Emma à reconsidérer sa décision. « Tu mérites aussi le bonheur », lui avait dit Vanessa la semaine dernière. « Ton père voudrait que tu te maries. Je peux tout gérer ici pendant quelques jours pendant que vous serez en lune de miel. D'ailleurs, pourquoi ne pas me laisser emménager temporairement ? Ce serait plus simple pour tout le monde. » La suggestion était sensée. Emma en discuta avec James, qui était enthousiaste à l'idée de fixer enfin une date de mariage. Ils optèrent pour une petite cérémonie dans 2 mois, suivie d'une lune de miel d'1 semaine à Hawaï. « Vous êtes sûre, Vanessa ?» demanda Emma en finalisant les arrangements. « C'est beaucoup demandé. » « Absurdité. » Vanessa balaya sa remarque d'un revers de main. «
Robert et moi nous entendons à merveille. De plus, j'ai du temps libre entre deux postes. Mon patient précédent est décédé le mois dernier de cause naturelle, le pauvre, et je ne commence ma prochaine mission que dans un moment. Ça tombe parfaitement. Quelque chose dans la façon dont Vanessa avait dit « Mon patient précédent est décédé » parut étrange à Emma, mais elle chassa cette pensée. La mort faisait naturellement partie du métier d'aide-soignant. Elle ne devait pas se méfier d'une personne si dévouée. Au fil des semaines, Emma remarqua des changements chez son père. Au début, elle les attribua à la progression naturelle de la maladie d'Alzheimer. Robert semblait plus confus, plus renfermé. Il dormait plus longtemps et montrait moins d'intérêt pour les activités qu'il appréciait autrefois. Même leur conversation quotidienne, qu'il attendait avec impatience, semblait l'épuiser. « Papa a l'air d'aller moins bien », fit remarquer Emma à Vanessa un après-midi. « Devrions-nous appeler son médecin ?»« Oh, ma chérie, c'est typique », l'assura Vanessa, posant une main réconfortante sur son épaule. « Avec Alzheimer, il y a des bons et des mauvais jours. La semaine dernière, il était si vif, tu te souviens ? Aujourd'hui, c'est juste une mauvaise journée. Ne t'inquiète pas, j'ai vu ce schéma des centaines de fois. » Emma voulait la croire. Après tout, Vanessa était l'experte. Pourtant, un sentiment tenace persistait. Elle commença à tenir un journal, notant les comportements et les symptômes de son père. Le schéma qu'elle découvrit la perturba. Robert semblait nettement moins bien les jours où elle le laissait seul avec Vanessa pendant de longues périodes, mais légèrement mieux les week-ends où Vanessa n'était pas là. Emma décida de tester sa théorie. Un jeudi, elle annonça à Vanessa qu'elle serait absente toute la journée pour une réunion avec un client, mais gara sa voiture au coin de la rue et revint à la maison une heure plus tard, entrant discrètement par la porte de derrière. La maison était silencieuse. Trop silencieuse. Emma monta à l'étage sur la pointe des pieds, le cœur battant. La porte de la chambre de son père était légèrement entr'ouverte. À travers l'interstice, elle vit Robert au lit, profondément endormi, ce qui était inhabituel pour 11 heures du matin. Vanessa était assise sur la chaise à côté de lui, faisant défiler son téléphone avec un air ennuyé. Sur la table de chevet, Emma repéra quelque chose qui lui glaça le sang. Une petite seringue et une fiole en verre. La main d'Emma vola à sa bouche pour étouffer un cri. Elle recula prudemment, l'esprit en ébullition. Elle sortit son téléphone et prit plusieurs photos à travers la fente de la porte, en s'assurant de bien capturer la seringue et la fiole. Puis elle redescendit sans bruit, sortit par la porte arrière et s'assit dans sa voiture, tremblante. 30 minutes plus tard, elle rentra par la porte d'entrée en appelant fort « Vanessa ! Je suis de retour. Ma réunion a été annulée. » Le temps qu'elle atteigne la chambre, la seringue et la fiole avaient disparu. Vanessa leva les yeux avec son sourire chaleureux habituel. « C'est dommage pour ta réunion. Robert fait juste sa sieste du matin. Il était un peu fatigué aujourd'hui. » Emma se força à sourire. « Je vois. Vanessa, je peux te demander quelque chose ? Quel médicament donnes-tu à mon père ? » « Seulement ce que le médecin a prescrit, ma chère. La liste est sur le réfrigérateur, tu te souviens ? » « C'est vrai. Bien sûr. » L'esprit d'Emma tournait à plein régime. Elle devait être prudente, stratégique. Si Vanessa faisait quelque chose de nuisible et l'instinct d'Emma hurlait que c'était le cas, elle ne pouvait pas la confronter directement et risquer qu'elle disparaisse ou détruise des preuves. Ce soir-là, après le départ de Vanessa, Emma examina la liste de médicaments. Tout semblait normal, le traitement pour la démence, les vitamines, les pilules pour la tension. Elle vérifia les flacons dans l'armoire de la salle de bain. Tous étaient correctement étiquetés et correspondaient à la liste. Mais qu'en était-il de cette seringue ? Emma appela James. « J'ai besoin de ton aide, » dit-elle, la voix tremblante. « Il y a quelque chose qui ne va pas avec Vanessa. » Ils se retrouvèrent dans un café à mi-chemin entre leurs domiciles. Emma lui montra les photos. James les étudia attentivement, son esprit analytique de professeur en action. « Ça pourrait être anodin. Peut-être que c'est de l'insuline ? Ton père est diabétique ? Non. Et regarde la fiole, il n'y a pas d'étiquette que je puisse voir clairement sur la photo. Pourquoi une aide-soignante professionnelle utiliserait-elle un médicament non étiqueté ? À quoi penses-tu ? » Emma prit une profonde inspiration. « Je pense que nous devons découvrir ce qu'il y a dans cette fiole. Et je pense que le déclin de mon père n'est pas seulement dû à la maladie d'Alzheimer. » James tendit la main par-dessus la table et prit la sienne. « Que veux-tu faire ? » Je veux fouiller son sac de main. Quand elle prend sa pause déjeuner, elle fait toujours une promenade dans le quartier. Ça me donne 15 minutes.
Le lendemain, Emma attendit avec une anxiété croissante la pause déjeuner de Vanessa. À 12h30 précise, Vanessa annonça « Je vais faire ma promenade. Robert dort. Je reviens dans 20 minutes. » Dès que la porte se referma, Emma se précipita vers le grand sac fourre-tout de Vanessa dans le placard du rez-de-chaussée. Ses mains tremblaient tandis qu'elle fouillait à l'intérieur. Sous un pull et un magazine, elle trouva une petite pochette zippée. À l'intérieur se trouvaient 3 fioles de liquide clair, plusieurs seringues, le plus accablant, un petit carnet. Emma photographia tout, puis ouvrit le carnet. Ce qu'elle lut lui retourna l'estomac. Des pages de notes, de l'écriture soignée de Vanessa, détaillaient l'état de son père, mais avec des observations troublantes. Semaine 6, dose augmentée à 0,5 ml. Le sujet montre une confusion et une léthargie accrue. La fille ne se doute de rien. Semaine 8, appétit du sujet diminué. Maintien de la dose. La fille a demandé si on devait appeler le médecin, redirigé avec succès. Semaine 10, le sujet dort plus de 14 heures par jour. Excellent progrès. La fille me fait entièrement confiance maintenant. Mariage prévu pour le 12 novembre. Le sujet doit être considérablement plus mal d'ici là pour suggérer les soins palliatifs. La vue d'Emma se brouilla de larmes de rage et d'horreur. Elle photographia rapidement chaque page, puis remit tout soigneusement en place. Son père ne déclinait pas seulement à cause de la maladie d'Alzheimer, Vanessa le sédatait délibérément, essayant probablement de le tuer. Mais pourquoi ? Le téléphone d'Emma vibra. Un SMS de Vanessa, de retour dans 5 minutes. J'espère que tu passes une bonne journée. Emma sentit sa peau se hérisser. Elle envoya un SMS rapide à James, j'ai trouvé des preuves. Elle l'empoisonne. Appelle-moi ce soir. Quand Vanessa revint, Emma était assise dans le salon, faisant semblant de travailler sur son ordinateur portable. Comment était ta promenade ? Charmante. Les feuilles d'automne sont magnifiques. Vanessa accrocha son sac dans le placard. Je vais voir comment va Robert. Ce soir-là, Emma était assise à la table de la cuisine, les photos étalées devant elle et son ordinateur portable ouvert. Elle avait fait des recherches sur la maltraitance des personnes âgées et la fraude financière. Un schéma glaçant émergea, des soignants qui isolaient des patients vulnérables, gagnaient leur confiance, puis les manipulaient pour qu'ils modifient leur testament ou accèdent à leur compte bancaire. Robert Chen, un veuf avec une maison de grande valeur et d'importantes économies pour sa retraite, était la cible parfaite. Mais Emma avait besoin de preuves plus concrètes avant d'aller à la police. Elle devait prendre Vanessa sur le fait. Emma installa une caméra cachée dans la chambre de son père, la dissimulant dans une horloge décorative sur l'étagère. Elle se sentait coupable de cette surveillance, mais se dit que c'était nécessaire pour protéger son père. La caméra était activée par le mouvement et enregistrerait directement sur son téléphone. Les images qu'elle captura au cours des 3 jours suivants furent dévastatrices. Plusieurs fois par jour, quand Vanessa pensait être seule avec Robert, elle lui injectait quelque chose provenant de ses fioles non étiquetées. Les injections ne figuraient pas sur son plan de médication. Elles n'étaient prescrites par aucun médecin. Et après chaque injection, Robert devenait somnolent et confus. Mais les images les plus horribles vinrent du 3e jour. Emma regarda sur son téléphone Vanessa s'asseoir à côté du corps endormi de Robert et sortir une pile de documents. « Robert, mon chéri, réveille-toi juste un instant », disait Vanessa dans l'enregistrement, le secouant doucement. Robert s'agita, à peine conscient. « J'ai besoin que tu signes quelque chose. C'est juste de la paperasse pour ton assurance médicaments. Juste ici, mon doux. » Emma regarda avec horreur Vanessa guider la main faible de son père pour signer des documents qu'il ne pouvait manifestement pas comprendre dans son état de sédation. Après qu'il eut signé, Vanessa sourit, lui tapota la main et dit « Bon travail. Maintenant, repose-toi. » Emma mit immédiatement la vidéo en pause et zooma sur les documents. Bien que les images ne fussent pas parfaitement claires, elle put distinguer assez de mots. Procuration et la signature de son père. Croirez. C'en était assez. Emma appela la police. L'inspectrice Sarah Martinez arriva moins d'1 heure plus tard avec 2 autres officiers. Emma lui montra tout, les photos, les pages du carnet, les enregistrements vidéo. Le visage de l'inspectrice s'assombrit à chaque nouvelle preuve. Mademoiselle Chen, il s'agit d'une activité criminelle grave. Nous devons l'arrêter immédiatement et emmener votre père à l'hôpital pour un dépistage toxicologique. Elle est en haut avec lui en ce moment, dit Emma, la voix brisée. S'il vous plaît, aidez-le. Les officiers agirent rapidement. Emma resta en bas,
écoutant les bruits de la confrontation à l'étage. La voix de Vanessa, qui n'était plus chaleureuse et amicale, devint stridente et défensive. « C'est ridicule. Je n'ai rien fait de mal. Cette fille est paranoïaque et stressée, elle imagine des choses. » « Madame, nous avons des preuves vidéo de vous administrant des injections non autorisées, » dit calmement l'inspectrice Martinez. « Vous avez le droit de garder le silence. » Les ambulanciers arrivèrent et transportèrent Robert à l'hôpital. Emma monta dans l'ambulance, tenant la main de son père. Il était à peine conscient, mais il serra faiblement ses doigts. « Je suis désolée, papa, » murmura-t-elle. « J'aurais dû remarquer plus tôt. » Le rapport toxicologique de l'hôpital révéla des niveaux élevés de benzodiazépines et de sédatifs dans l'organisme de Robert, des médicaments qui ne lui étaient pas prescrits et qui ne figuraient pas sur sa liste de médications officielle. Les dosages étaient dangereux, en particulier pour une personne de son âge et de sa condition. Le médecin expliqua qu'une utilisation prolongée aurait pu causer des dommages cognitifs permanents ou même la mort. « Si vous n'étiez pas intervenu à temps, » dit le médecin à Emma, votre père n'aurait peut-être pas survécu un mois de plus. L'enquête sur Vanessa Morrison se déroula comme un cauchemar. L'inspectrice Martinez découvrit que le vrai nom de Vanessa était Vanessa Hartley et qu'elle avait un passé s'étendant sur 3 États. 4 patients âgés dont elle s'était occupée au cours de la dernière décennie étaient décédés dans des circonstances suspectes. Chaque fois, elle avait déménagé dans un nouvel État avant que les enquêtes ne puissent être achevées. Chaque patient avait mystérieusement signé des documents de procuration peu avant sa mort. Dans 2 cas, elle avait été nommée dans des testaments révisés à la hâte. « C'est une prédatrice en série », expliqua l'inspectrice Martinez à Emma. Elle cible des personnes âgées riches et isolées, gagne leur confiance, les sédate pour les rendre dociles, les manipule pour obtenir le contrôle légal, puis les tue ou vide leur compte en banque avant de disparaître. Emma se sentit mal. La patiente qu'elle a mentionnée, celle qui est morte le mois dernier avant de venir chez nous. Nous ouvrons une enquête. Le décès a été classé comme étant de cause naturelle, mais étant donné ce que nous savons maintenant, nous allons exhumer le corps. Vanessa ou Vanessa Hartley fut inculpée de tentative de meurtre, de maltraitance de personnes âgées, de fraude, de voies de fait et de falsification. Les preuves étaient accablantes, les photos et vidéos d'Emma, les rapports toxicologiques, les documents de procuration falsifiés et les témoignages de familles précédentes qui avaient eu des soupçons mais n'avaient jamais pu les prouver. Pendant le procès, Vanessa clama son innocence, se présentant comme une aide-soignante dévouée, victime d'une famille ingrate. « J'aimais Robert comme mon propre père », témoigna-t-elle, les larmes coulant sur son visage. « Je me suis consacrée à ses soins. Voilà comment je suis remerciée ?» Mais le procureur démantela méthodiquement sa défense. Les entrées du carnet de la propre main de Vanessa. Les images vidéo montrant les injections non autorisées. Le témoignage d'experts sur les niveaux dangereux de drogue trouvés dans l'organisme de Robert. Les dossiers financiers montrant que Vanessa avait tenté d'accéder au compte bancaire de Robert en utilisant la fausse procuration quelques jours seulement avant son arrestation. Le jury délibéra moins de 3 heures. Nous déclarons l'accusé coupable de tous les chefs d'accusation. La façade de Vanessa se fissura. À la lecture du verdict, son visage se tordit de rage. Elle se tourna vers Emma dans la galerie et siffla « Votre père était de toute façon en train de mourir. Je n'ai fait que l'aider un peu. Je méritais cet argent. Savez-vous à quel point j'ai travaillé dur ?» Le juge la condamna à 25 ans de prison. Alors que les huissiers l'emmenaient, Vanessa continua de crier. « Ce n'est pas moi le monstre. C'est vous mettre votre propre père en danger en étant trop occupé par votre propre vie pour vous occuper de lui correctement. » Les yeux d'Emma s'emplirent de larmes, mais ce n'étaient pas des larmes de culpabilité. C'étaient des larmes de soulagement et de colère. Cette femme avait failli tuer son père. Elle en avait probablement tué d'autres. Et même maintenant, elle se sentait légitimée dans ses crimes. Le rétablissement de Robert fut lent mais miraculeux. Au fur et à mesure que les médicaments quittaient son système au cours des semaines suivantes, sa fonction cognitive s'améliora de façon spectaculaire. Le neurologue était stupéfait. Ses symptômes d'Alzheimer se sont stabilisés à un stade beaucoup plus précoce que nous ne le pensions. Les sédatifs masquaient son état réel et accéléraient l'apparence du déclin. « Donc, il n'est pas aussi avancé que nous le croyions ?» demanda Emma, pleine d'espoir. « Pas du tout. Il aura toujours besoin de soins et de soutien, et la maladie d'Alzheimer progressera éventuellement. Mais il a de bonnes années devant lui. » 3 mois après l'arrestation de Vanessa, Emma et James se marièrent enfin.
C'était une petite cérémonie dans le jardin derrière la maison victorienne, avec les feuilles d'automne créant un dais doré au-dessus de leur tête. Robert conduisit Emma à l'hôtel, ses pas assurés, ses yeux clairs. Il évoqua sa mère dans son discours, faisant pleurer tout le monde. « Caroline serait si fière de notre fille », dit Robert, la voix forte. « Emma ne m'a pas seulement sauvé la vie, elle m'a montré à quoi ressemble le véritable amour. Il ne s'agit pas de profiter de la vulnérabilité de quelqu'un. Il s'agit de le protéger quand il ne peut pas se protéger lui-même. » Emma engagea une nouvelle aide-soignante, cette fois par l'intermédiaire d'une agence rigoureusement contrôlée, avec des vérifications d'antécédents approfondies et des protocoles de supervision. Elle installa également un système de surveillance permanent dans toute la maison, avec le plein accord et la connaissance de Robert. « Je ne veux plus jamais que tu sois vulnérable, papa, expliqua-t-elle. « Je ne suis pas vulnérable, répondit Robert avec un sourire qui lui rappelait son enfance. Oui, foi. James emménagea dans la maison victorienne après le mariage, et ensemble, ils créèrent un véritable foyer familial. Les week-ends, ils s'asseyaient avec Robert sur le porche, buvant du café et regardant les enfants du quartier jouer. Robert adorait raconter à James des histoires sur l'enfance d'Emma, sa mémoire étonnamment vive. « Est-ce qu'Emma t'a raconté la fois où elle a essayé de me préparer le petit déjeuner quand elle avait 7 ans ?» commençait Robert, et Emma gémissait avec bonne humeur. 1 an après la condamnation de Vanessa, Emma reçut une lettre de l'inspectrice Martinez. 2 autres victimes du passé de Vanessa avaient été identifiées, toutes 2 étaient décédées, et leur famille obtenait enfin des réponses. De plus, 3 autres anciens patients qui avaient survécu se manifestaient avec leurs propres histoires. Une enquête fédérale examinait un réseau potentiel d'aides-soignants qui partageaient des informations sur des cibles riches et vulnérables. « Votre courage en vous manifestant a sauvé des vies », écrivait l'inspectrice. « Pas seulement celle de votre père, mais potentiellement des dizaines d'autres. » Emma garda la lettre dans le tiroir de son bureau. Parfois, les jours difficiles où elle se sentait submergée par les responsabilités de l'aide à un proche ou par le stress des préparatifs du mariage, elle la relisait et se rappelait pourquoi la vigilance était importante. James lui demanda un jour si elle regrettait d'avoir quitté sa carrière à Boston. Emma réfléchit attentivement avant de répondre. « Je regrette d'avoir failli perdre mon père parce que j'ai fait confiance à la mauvaise personne. Je regrette de ne pas avoir écouté mes instincts plus tôt. Mais être rentré à la maison ? M'occuper de papa ? Non. Je ne regretterai jamais ça. Cela m'a donné la chance de le connaître vraiment en tant qu'adulte, pas seulement en tant que son enfant. Et ça m'a appris que la famille n'est pas une question d'obligation, c'est une question de choix. J'ai choisi d'être ici. Vanessa a choisi de trahir des personnes vulnérables. Ces choix nous définissent. » Au 2e anniversaire de l'arrestation de Vanessa, la famille Shen Park, Emma, James et Robert planta un érable japonais dans le jardin de devant. Ses feuilles étaient du rouge le plus profond qu'Emma ait jamais vu. « Pour la résilience, dit Robert alors qu'il tassait la terre. Cet arbre nous survivra à tous. Mais tant que nous serons là, nous le regarderons grandir ensemble. » Emma enlaça son père, puis attira James dans l'étreinte. Ils se tenaient là, 3 personnes liées non seulement par le sang, mais par l'amour, la loyauté et le choix conscient de se protéger mutuellement. Au loin, des sirènes retentirent, l'urgence de quelqu'un d'autre, la crise de quelqu'un d'autre. Emma serra sa famille plus fort et murmura une prière de gratitude. Elle avait appris que le mal pouvait porter un visage amical, que les prédateurs pouvaient se déguiser en anges, et que le prix de l'amour était une vigilance éternelle. Mais elle avait aussi appris que la vraie famille, celle pour laquelle il vaut la peine de se battre, se construit sur une confiance qui se mérite, et non qui se présume. Sur des actes, pas des mots. Sur la protection, pas l'exploitation. Alors que le soleil d'automne se couchait derrière la maison victorienne, peignant le ciel de teintes ambrées et rosées, Emma Shen Park sut qu'elle était devenue ce que sa mère avait toujours espéré qu'elle soit, pas seulement une bonne fille, mais une gardienne féroce de ceux qu'elle aimait. Et dans ce rôle, elle avait trouvé sa véritable identité.